Bonjour chers frères et sœurs, moi c'est Franck, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je voudrais que ensemble nous essayons de partager certaines choses, notamment dans le cadre de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine, parce que c'est une guerre, c'est une histoire, c'est un problème qui de toute façon va affecter tout le monde entier, de près ou de loin. Chacun sera affecté d'une manière ou d'une autre. Alors, mais pour le comprendre, il faut que nous remontions le temps jusqu'à une certaine époque. Peut-être Deuxième Guerre mondiale, oui. Mais commençons immédiatement en 2014, lorsque le mouvement même commence. Les événements, c'est-à-dire la révolution dite révolution orange même commence. À cette époque, il y a de cela 8 ans, je pense, il y a les Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent à Sochi. Le président Vladimir Poutine va inviter certains dirigeants occidentaux et personne ne va d'ailleurs venir en dehors de la chancelière allemande Angela Merkel qui sera présente. Et pendant ce moment, on remarque que une révolution est en train de se dérouler en Ukraine. Et ce qui a été curieux lors de cette révolution, c'était la présence du vice-président américain, M. Joe Biden. M. Joe Biden qui était présent sur le podium, encourageant les gens à gréver, à être contre le gouvernement en place, à le chasser d'une façon ou d'une autre. Et tout cela se déroule sur le sol européen. L'Europe avec ses valeurs, l'Europe avec ses droits de l'homme, l'Europe avec ses mœurs, l'Europe avec tout ce qu'il y a de positif, tout ce qui nous chante chaque jour, cette liberté d'expression, cette démocratie, etc. Le respect de la Constitution. Cette Europe-là est restée muette en ce moment. Personne n'a dit mot. C'était comme si c'était un arrangement, quelque chose qui était arrangé depuis les États-Unis jusque dans les pays occidentaux. Le président élu démocratiquement en ce moment était M. Yanukovych. Un président au préalable, au début de son mandat, pro-européen, qui va d'ailleurs après nous préciser que il a été dupé. Toutes les promesses ne pouvaient pas être réalisées. Il a été dupé par les Occidentaux. D'où il était nécessaire pour lui, pour son peuple, pour leur bien, de se retourner vers la mère patrie, c'est-à-dire vers la Russie. Il le dit ouvertement. Et ceci ne va pas arranger, n'avait pas arrangé les Occidentaux, les Européens et les Américains. D'où cette révolution orange, qui a été encouragée, qui a été financée du début jusqu'à la fin par les Américains. Et ils n'étaient pas cachés. Ils l'ont dit ouvertement. Chers frères et sœurs, tout ce que je suis en train de vous dire est vérifiable sur Internet, dans leurs propres médias. Alors, le président Vladimir Poutine, un homme stratège, intelligent, il reste calme, il ne réagit pas, et donne son avis, comme tous les présidents, comme tous les dirigeants occidentaux. La révolution se poursuit. Mes amis, nous sommes tous surpris que le président Yanukovych, qui d'ailleurs a précédé un président qui était pro-russe. C'est-à-dire il y a un président qui était pro-russe, il s'appelait, attendez que je me souvienne de son nom, Yanukovych, avant Yanukovych, Loutchenko, le président Loutchenko qui était là, il était pro-russe. Il a été battu aux élections par le président Yanukovych qui était pro-européen. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a gagné. Mais il a compris après que tout ce qu'on lui racontait, ce n'était qu'un leurre. D'où il a vite changé, il a retourné sa veste. Et ça n'a plu à personne. Les Occidentaux, les Américains et tout. Ils ont financé la révolution jusqu'à la place Maïdan. Alors, M. Yanukovych décide de convoquer une réunion d'urgence entre lui et les soi-disant
opposants, parmi lesquels on retrouvait Yasnouk, que je ne connaissais d'ailleurs pas, que personne ne connaissait. Klitschko, le boxeur, qu'on connaissait parce que beaucoup médiatisé, il était un boxeur. Un poids lourd qui a d'ailleurs gagné beaucoup de ceintures. Alors il convoque tous les responsables. Ils essaient de négocier. Pendant ce temps, il n'y avait pas de trêve. La révolution continuait, les gens mouraient, les gens étaient tabassés. D'autres fusillés, ils mouraient. Mais il faudrait que vous sachiez que ceux qui étaient les plus visés, c'était les russophones, les russophiles, tous ceux qui parlaient la langue russe. C'était eux les plus visés. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Et tout ce que je suis en train de vous dire, les médias occidentaux, ils n'en parlent guère. Ils n'en parlent pas. Parce que ça ne les arrange pas, ça n'arrange pas leur politique. Tout ce qu'on nous présente, c'est une Russie qui est aujourd'hui envahie par... c'est une Ukraine, autant pour moi, qui est envahie par la Russie. Voilà tout ce qu'on va nous dire. Et tout. Mais la genèse de la chose, la genèse des problèmes, personne n'en parle. Alors, le président, ayant convoqué cette réunion, ça n'a pas donné. Le lendemain de ce jour, je crois 2 jours après ou le lendemain, il reconvoque une autre réunion où sont présents des hémisphères russes, allemands et français. Laurent Fabius, autant, oui, si je me souviens bien, il était présent. Des accords sont signés où le président accepte d'anticiper une organisation des élections. Parce qu'il leur dit, je ne peux pas seulement quitter à la demande des individus. Je suis un président démocratiquement élu. S'il faut que je quitte, il faudrait bien que dans les urnes, on organise une élection, que je sois battu et qu'on comprenne. Parce qu'il était sûr de la population. Parce qu'il y avait un groupe, un groupuscule de personnes qui voulaient qu'il quitte pour les intérêts des Américains et des Européens. Alors il a dit, je quitte, j'organise des élections. Si je suis battu, je quitte tout simplement. Mais si je ne suis pas battu, vous nous arrêtez tout ce bazar. Est-ce que c'est clair? Tout le monde est tombé d'accord. Ils ont signé les papiers, tout le monde a ratifié. Et chacun est rentré chez lui. Mais le lendemain du jour, on lui dit, en fait, tout ce qu'on a signé, c'est zéro. On voudrait que tu partes. Tu vas partir, de gré ou de force. La révolution a continué. Des affrontements entre les militaires et la police, les militaires et la population commencent. Des gens sont tués. On constate que dans certains bâtiments administratifs qui se trouvaient autour de la place Maïdan, des snipers étaient positionnés. Mais moi, je ne peux pas vous dire, parce que personne n'a d'ailleurs pu démontrer d'où venaient ces snipers. Mais c'était des snipers qui étaient là contre le gouvernement en place. Ils ont commencé à tuer les policiers, tuer les militaires, tirer sur les gens à tort et à travers. Moi, à mon humble avis, je pense que c'était des gars qui étaient envoyés par les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens ou les Américains qui étaient placés là. Dans le cas où ils ne cédaient pas, il fallait commencer à tuer et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des morts, un bain de sang et tout. Et beaucoup de personnes sont mortes ce jour-là. Le président Yanukovych a fui, il est rentré dans sa résidence. La révolution l'a suivi, l'a poursuivi. Ils l'ont poursuivi, tous ces dirigeants, tous ces soi-disant opposants, jusqu'à aller dans son chalet pour l'attraper et en finir. Un peu comme ils ont fait avec Kadhafi et Saddam. Malheureusement, le service secret russe l'avait déjà fait sortir du pays parce qu'ils étaient au courant. Ils connaissaient un peu la manière de procéder de ces gens. Alors, une fois qu'il est sorti, je ne vous dis pas parce que je suis pro-russe. Mais je vous dis la réalité de ce qui s'est passé. On a entendu, on a vu des vidéos qui ont été par la suite supprimées sur Internet où il se décidait du gouvernement qui devait être mis en place en Ukraine. Ça se décidait aux États-Unis. Yasnouk devait être président par intérim. Klitschko devait être le maire de Moscou, de Kiev. Et je pense que Timoshenko devait avoir un poste et il y avait un autre, etc. Et c'est comme ça que la chose s'est engrenée. Ça s'est engrené. Pendant ce temps, en Ukraine, il existe des milices privées qui sont dirigées par des oligarques. Notamment le bataillon Azov et je crois qu'il y a un autre bataillon, mais qui sont des néo-nazis. Qui n'ont pour Dieu que Hitler. Ils tuent. Ils ont les mêmes pratiques que Hitler. Et ils n'ont pas caché. Ces gens sont sortis.
Au début, on les voyait s'entraîner avec des bâtons, etc. Après, ils avaient des armes. Et finalement, c'est devenu une armée qui n'était plus contrôlée par le gouvernement. Ça veut dire que toutes les armes qui sont rentrées en Ukraine se sont déversées dans des petites milices, etc. Et tout. C'est chacun qui était devenu maître d'un camp, etc. Donc, par la suite, il y aura des élections. Monsieur Poroshenko va gagner les élections. Mais il faudrait que vous sachiez aussi que avant qu'il y ait ces élections, à la place Maïdan, non, à Odessa, une ville de l'Ukraine, des russophones ont été brûlés vifs. Au moins, je pense, 42 ou 48 russophones parlant ont été brûlés vifs dans un bâtiment. Ils ont été enfermés dans un bâtiment. On a lancé des cocktails Molotov dans ces bâtiments. Ils ont été brûlés vifs. On les voyait quitter des étages, sauter des étages pour essayer de sauver leur vie. Personne n'est sorti vivant. Les médias occidentaux n'en ont pas parlé. Personne n'a parlé de ça. Ils n'ont même pas diffusé dans les chaînes de télévision. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est nous parler des droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. Et du méchant Poutine. Mais la véritable histoire, personne ne la raconte telle qu'elle est. Voilà comment les problèmes commencent en Ukraine. À cause de tous ces faits, la population russophone de l'Ukraine, qui se trouvait essentiellement en Crimée, à Lugansk, dans le Donbass, décide de ne pas reconnaître ce gouvernement qui a été mis en place. C'est pourquoi, lors des élections qui ont été organisées, l'Ukraine a décidé que ces régions russophones ne participeraient pas aux élections. Mais vous comprenez donc que le président est élu dans un pays, une partie du territoire ne participe pas. On décide qu'ils ne vont pas participer parce qu'ils ont supporté, ils n'ont pas participé à la révolution, ils ont supporté ceux qui étaient en faveur de la Russie. Ils ne participent pas aux élections. Ça veut dire complètement qu'on décide qu'ils ne font plus partie de ce pays. Ils disent, bon d'accord, nous on ne peut pas reconnaître ce gouvernement, on ne fait plus partie. Et d'ailleurs, des frontières vont être réétablies. D'où la guerre commence. Ils seront pilonnés, tués, massacrés pendant des jours. Au regard des observateurs internationaux, des États-Unis, de la France, etc., l'Union européenne, tout le monde se tait, personne ne dit mot. Juste parce que c'est en leur faveur. Juste parce qu'ils pensent que l'ours russe est endormi. Ils pourront massacrer et faire tout ce qu'ils veulent. Et venir imposer leurs lois, comme ils ont l'habitude de faire. En fait, il faudrait que je vous dise aussi, en passant, l'objectif. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le président Vladimir Poutine décide donc d'aider ces gens, non pas en envoyant des policiers ou des militaires chez eux, mais de les aider avec des aides humanitaires, de la nourriture et des armes pour se défendre au moins. En Crimée, eux, ils décident directement qu'ils ne veulent plus faire partie de cette Ukraine. On leur dit, mais d'accord, le peuple est souverain. Si tout le peuple décide de ne plus faire partie, pour que ce soit légitime, organisez donc des élections, un référendum, et on verra. Ils ont organisé un référendum et la majorité a gagné. Chers amis, la Russie a récupéré. L'Ukraine est rentrée, je vais dire, la Crimée est rentrée en Ukraine, en Russie. Après ce référendum, que les Occidentaux ont d'ailleurs refusé de reconnaître. Ils ont dit que c'était illégal. On dirait que pour qu'il y ait un référendum, il faudrait qu'on dépende de l'aval des Nations Unies ou, je ne sais pas moi, des États-Unis. Non, le peuple a décidé et ça s'est passé ainsi. Et la Russie a continué à fournir des armes, du matériel létal, de la nourriture, des aides à l'Ukraine de l'Est, c'est-à-dire dans le Donbass et à Lugansk. Il faudrait que je vous dise aussi, en passant, que pendant cette période, les médias occidentaux ne parlaient pas de ça. Tout ce qu'ils nous montraient, c'était une Ukraine qui est bombardée par la Russie, alors que c'était faux. C'était archi faux. La réalité, la voilà. C'est celle-là. La population ukrainienne de l'Est
dans le Donbass et Lugansk, ils ont été coupés de chauffage, coupés d'électricité, coupés d'eau. Vous imaginez une région et vous estimez que c'est un peuple qui appartient à ce pays. Ces gens ont travaillé dur toute leur vie. Leurs pensions retraite, ils ont été coupées immédiatement. Imaginez-vous comment ils pouvaient vivre. Le président Poroshenko va dire quelque part que, je crois, je vais retrouver la vidéo, que ces gens vont souffrir. C'est un président dans un pays, il considère que c'est son peuple. Il dit ces gens vont souffrir. Nos enfants iront à l'école, les leurs n'iront pas. Nos enfants mangeront, les leurs ne mangeront pas. Nos enfants se baladeront, ils iront en vacances, les leurs seront toujours cachés dans des caves. Nous aurons du travail et des pensions, eux, ils n'en auront pas parce qu'ils ne savent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler. Ce sont des chiens. Voilà les propos, les mots que tient un président. Dans une Europe dite démocratique, dans une Europe où il y a des droits de l'homme civilisés, tous restent muets. Personne ne dit mot. Attendez, d'ailleurs, j'ai une vidéo ici, je vais vous montrer pour illustrer ce que je suis en train de dire. Une vidéo de ces petites conférences et le début de cette guerre. Le 18 février 2014, des milliers... Le 18 février 2014. Donc voilà. Le 18 février 2014, des milliers de manifestants défilent vers le Parlement national et lancent une offensive de paix qui a dégénéré en affrontement avec la police. Des balles Je ne sais pas sont si vous tirées voyez. par les deux parties. À la fin de la journée, on dénombre au moins 25 morts, dont 10 policiers. Les violences se sont poursuivies tout au long de la nuit. Mercredi 19 février, les tensions sont fortes à la suite des événements qui ont eu lieu la veille. Des émeutiers prennent leur position. Des points de contrôle policiers sont établis à travers la ville de Kiev en raison de l'état d'urgence. Hors de la capitale, des émeutiers prennent d'assaut en dépôt dans l'ouest de l'Ukraine et trouvent plus d'un millier d'armes à feu pendant qu'une trêve fragile est instituée entre le président ukrainien Viktor Yanukovych et les responsables des 3 principaux partis d'opposition. Le 20 février est désormais connu comme le jeudi sanglant et comme le jour le plus violent à Kiev depuis la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle fusillade éclate sur la place et frappe manifestants comme policiers. Maintenant, on sait que des gens ont été tués par des snipers qui tiraient depuis les bâtiments environnants, mais on ne sait pas qui étaient ces tireurs ni qui leur donnait des ordres. Les deux parties s'accusent toujours mutuellement. Des émeutiers ont réussi à repousser la police hors de Maïdan dans les rues adjacentes. On estime qu'une centaine de personnes ont été tuées ce seul jour. Le 21 février, au cours d'une nuit qu'ils ont eux-mêmes qualifiée de négociations difficiles, les ministres français, allemands et polonais des Affaires étrangères ont négocié un accord qui comprend la tenue d'une élection présidentielle anticipée et une limitation des pouvoirs du président. Mais vers la fin de la journée, les émeutiers radicaux annoncent que malgré la trêve, ils ont l'intention de lutter jusqu'à la démission du président. La nuit suivante, Yanukovych a fui la capitale pour sa propre sécurité avant d'être démis de ses fonctions peu après. Igor Piskunov, RT. Alors ça c'est juste l'une des vidéos parmi celles que j'ai dans mon téléphone pour essayer d'illustrer mes propos. Vous comprenez qu'un président qui est démocratiquement élu peut être chassé comme ça du jour au lendemain par une émeute dans un pays comme l'Ukraine, au sein de l'Europe, aux portes de l'Union européenne, et que personne ne dise un mot, tout le monde reste muet. Et que le monde occidental, qui est d'ailleurs celui-là qui est toujours en train de nous donner des leçons de vie, des leçons de démocratie, etc., qu'ils reconnaissent un gouvernement comme celui-là. Un gouvernement où des gens se mettent à la tête d'un pays après avoir chassé un président qui est démocratiquement élu. Tout simplement parce que il refuse de faire partie de cette union. Tout simplement parce que le gars, il refuse d'accepter, je ne sais pas moi, les conditions qu'on lui donne là-bas. Toutes les propositions qui lui ont été faites, ce n'était que du folklore. Le gars a dit non, je me retourne vers la Russie. À cause de ça, on organise, je ne sais pas moi, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça une révolution, on le chasse. Et tout le monde reste tranquille, tout le monde est mieux.
Et ils se disent que non, à côté, la Russie va accepter. À la suite de cela, les russophones sont marginalisés. Ils sont tués par-ci, par-là, juste parce qu'ils sont russes. Juste parce qu'ils sont d'accord avec la Russie. Tout le monde est muet. Personne ne dit mot. Pourquoi aujourd'hui, on se met à nous présenter Vladimir Poutine comme le diable, comme un Satan, comme celui-là qui n'aime pas la paix. Alors que le vrai problème est en amont. Personne n'en parle. Donc, comprenez, chers amis, combien de fois l'histoire est profonde, elle est grave, etc. Oui, ça vient de très loin. Ça vient de très loin. Le président Vladimir Poutine ne pouvait pas rester assis, les bras croisés, attendre que tous ceux qui sont russes dans ce pays soient massacrés. Ce ne serait pas possible. Alors moi, je voudrais poser une question aux gens, aux Français, aux Occidentaux, et même, je ne sais pas moi, aux Africains. Alors, imaginez un pays comme la Belgique. La Belgique où on parle le flamand, le français, ou la Suisse où les gens s'expriment en allemand et en français, je ne sais pas moi et tout. Imaginez qu'un jour, on décide en Belgique que d'accord, Genève et tous les cantons qui sont, je ne sais pas moi, francophones, à partir de cet instant, vous ne parlerez plus la langue française. C'est ce qui a été fait en Ukraine. La première décision que ce président prend quand il arrive au pouvoir, il dit toutes les régions russophones, la langue russe est interdite. Vous comprenez que ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas rester et accepter cela. Il y a quand même des garants de cette culture, de cette langue, de ces mœurs dans le monde. Ils ne peuvent pas seulement rester tranquilles et accepter parce qu'on dit que c'est un territoire avec des frontières, c'est un pays, il faut respecter sa souveraineté. Si on défend la souveraineté d'un pays, on doit aussi défendre ses mœurs, on doit défendre son identité culturelle. Ça, c'est aussi le rôle des Occidentaux, c'est le rôle de l'ONU. Ils doivent être capables de défendre tout cela. On ne peut pas du jour au lendemain dire à un peuple, vous n'allez plus parler votre langue. Vous ne vous exprimerez plus en votre langue, vous n'étudierez plus en votre langue. Est-ce que ce serait possible en Allemagne, en Suisse, qu'on dise aux Suisses allemands, vous ne parlerez plus allemand, ou aux Suisses français, vous ne parlerez plus la langue française? Est-ce que les Français resteraient tranquilles? Qu'on commence à tuer les gens, qu'on les prive d'eau, d'électricité, de nourriture et de tout parce qu'ils sont francophones ou allemands dans un pays comme celui-là, ou en Belgique parce qu'ils parlent flamand ou français? Est-ce que ce serait possible? Qui accepterait cela? Lequel des pays, parmi ces deux puissances que je viens de citer, allemand ou français, accepterait que ce soit possible? Je crois que personne. Donc, arrêtez, pour ceux qui sont encore en train de traiter Poutine, le président Vladimir Poutine de diable, arrêtez de le faire parce que ce n'est rien de cela. Ce monsieur a fait ce qu'il fallait sur le plan humain. Il a même d'ailleurs beaucoup attendu pour le faire. Beaucoup attendu. Je crois que voilà la véritable raison de ce conflit ukrainien. Des accords ont été signés. Des accords dits accords de Minsk. Minsk, la capitale de la Biélorussie. Pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que les choses soient calmes, se calment dans cette Ukraine. Les premiers accords ont été signés avec le président français et la chancelière allemande Angela Merkel, le président Vladimir Poutine. Ces accords stipulaient que, puisque ces parties-là étaient garantes, mais les discussions devaient être entre les partis russophones de l'Ukraine et l'autre partie. Mais la partie russe et la partie allemande de France, ils étaient juste des garants pour que ce soit mis en pratique. Ces accords stipulaient que ces gens-là devaient parler leur langue. Ils devaient être autonomes. Tout devait être rétabli. Et les frontières devraient être respectées. Dès qu'ils ont tourné le dos, rien n'a été fait. Minsk 2 a été établi. D'autres accords, rien n'a été respecté. Les Occidentaux sont restés muets, calmes. Tout ce qu'ils ont passé le temps à nous dire, c'est que c'est Poutine qui les encourage. Poutine a fait ceci, il y a eu bombardement. Personne ne montre le nombre de personnes qu'on bombarde dans ces régions. Chers amis, depuis 2014 jusqu'à nos jours, il y avait eu
Jusqu'au début de cette guerre, il y a eu près de 14 000 morts. 14 000 personnes ont été tuées. Les Occidentaux sont restés bouche bée. Ils sont restés muets. Personne n'en a parlé. Personne ne dit mot. Comme si c'était une situation normale. Comme s'il fallait les tuer. Il fallait les éradiquer de ce pays. Il fallait les sortir à tout prix. De là. Non. 2015, Poroshenko, il est là. On dit, mettez les accords de Minsk en pratique. Chaque fois qu'il fallait mettre la pression sur eux, on entendait qu'il y a un bombardement. Chaque fois qu'il fallait mettre la pression sur eux, il y avait un bombardement. 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Chers amis, à un moment, il fallait que cela s'arrête. On en avait ras-le-bol. Oui, le monde entier en avait ras-le-bol. Ceux qui suivaient d'ailleurs l'évolution de cette histoire, de ce problème, on en avait marre. Mais pendant ce temps, il faudrait que vous sachiez que les Ukrainiens étaient ravitaillés en armes, en munitions, en matériel de guerre par les Occidentaux, par l'OTAN, par les États-Unis. Je ne vais pas nier le fait que la Russie faisait autant l'Ukraine de l'Est. Oui, ils le faisaient parce que ces gens ne pouvaient pas être livrés à eux-mêmes. Sinon, il n'existerait même plus une mouche là-bas. Ils ont été solidement aidés par la Russie. Ça, il faut le reconnaître. Et merci d'ailleurs pour le président Vladimir Poutine pour cela. Alors ceux qui le prennent pour le diable, il faudrait qu'ils comprennent la profondeur de cette histoire. Après 8 ans, on ne pouvait pas, le président Vladimir Poutine ne pouvait pas rester tranquille et continuer à regarder, à observer, à voir comment ces gens sont massacrés et tués. Privés d'eau, privés d'électricité, privés de chauffage, privés de nourriture, privés même de l'argent qu'ils ont travaillé toute leur vie. Tout a été saisi. Ce n'était pas possible. On croit. 8 ans, c'est beaucoup. Personne n'en a parlé. Aujourd'hui, on vient présenter le président Vladimir Poutine comme le diable, comme le Satan, comme celui-là qui n'aime pas la paix. Ingérence dans ceci, ingérence dans cela. Oui, l'Ukraine, c'est un pays souverain. Oui, l'Ukraine a ses frontières. Oui, on doit les respecter. Oui, oui, oui. Mais ceux qui vivent dans ces pays-là, ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes. On ne peut pas les abandonner juste parce que c'est un pays avec ses frontières. Non. L'OTAN veut venir s'installer aux portes de la Russie et la Russie ne va jamais accepter. D'où ils ont utilisé l'Ukraine. Ce n'était qu'une marionnette, ce pays, avec ses dirigeants. Parce que l'objectif final, c'était quoi? C'était que ces gens viennent, que l'OTAN vienne s'installer en Ukraine, comme ils se sont d'ailleurs installés en Estonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, etc. Non, ce n'était pas possible. La Russie n'aurait jamais toléré que l'OTAN installe des missiles aux portes de son pays. Ce n'était pas possible. Vous savez, à une certaine époque, après la Deuxième Guerre mondiale, le président Nikita Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev a installé dans une base militaire à Cuba des missiles qui étaient pointés directement sur les États-Unis. Le président américain de cette époque a dit non, ce n'était pas possible. Il fallait que la Russie enlève immédiatement ces missiles aux portes des États-Unis. Que ce n'était pas possible. Que la sécurité américaine était réellement mise en danger. Et les Occidentaux ont dit oui, oui, c'est pas possible. Tout le monde, non, il faut enlever, etc. Ce n'était pas possible. Le président américain a dit clairement que non, si la Russie n'enlève pas ses missiles, ce sera la Troisième Guerre mondiale. Full stop. Ils ont enlevé leurs missiles. Alors, comment comprenez-vous qu'on demande à la Russie d'enlever les missiles dans un pays qui est aussi un pays souverain avec des frontières et des limites et que personne ne s'en dit? Personne ne dit un mot. Aujourd'hui, on vient faire croire aux gens que non, comme la Russie, comme l'Ukraine, c'est un pays souverain avec des frontières et des trucs. La Russie ne peut pas dire non, sa sécurité est menacée. Elle va interdire et elle fera tout ce qu'il faut pour que cela ne soit pas possible. Et les Américains le savent, ils le comprennent. Ils savent et ils comprennent que s'ils interviennent, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et ils sont prêts. C'est quand même la première puissance nucléaire du monde. On ne va pas se leurrer. S'il y a Troisième Guerre mondiale aujourd'hui, rien n'existera plus sur Terre. Ça, c'est sûr. Ils sont prêts.
Ils sont prêts, ils ne sont pas le diable, ils ne sont pas mauvais parce que c'est l'exemple qu'eux-mêmes ils ont donné au monde entier. C'est la menace qu'ils ont présentée. Troisième guerre mondiale où on enlève les missiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il faut aller jusqu'au bout, chers amis, la Russie n'acceptera jamais que sa sécurité soit menacée. Jamais et à tout jamais. La Russie n'acceptera jamais que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Sa sécurité serait menacée. Depuis les années 2000, ils ont commencé à faire rentrer tous les pays de l'Europe de l'Est dans l'OTAN. Les Russes n'ont dit mot. Ils sont restés tranquilles. Savez-vous que lors de la chute du mur de Berlin, après la chute du mur de Berlin, la promesse a été faite par Bush, père, à M. Gorbatchev, que aucun pays de l'Europe de l'Est n'avancerait aux frontières de la Russie à travers l'OTAN. Tous ces pays-là devaient rester des pays neutres. Promesse qui a été faite et pas tenue. Immédiatement, ces pays ont commencé à grignoter du terrain, jusqu'à se retrouver aujourd'hui où les missiles sont en Roumanie, dans tous ces pays, et pointés sur la Russie. Et on a fait croire que non. C'était pour protéger, c'était contre l'Iran. Chers amis, regardez sur la carte la position de l'Iran et la position de ces pays baltes. Et dites-nous, c'est pas possible. La Russie ne devait jamais accepter ça. Et c'était ça l'un des objectifs principaux de ces pays-là. Il faudrait que vous le compreniez. C'est pourquoi cette guerre, elle est là. L'une des causes de cette guerre, c'est aussi le gaz. Les États-Unis, ce sont des vendeurs de dollars, de papier là. L'une des principales ressources financières des États-Unis, la vente du dollar. Et pour vendre le dollar, il faut qu'il y ait des ressources qui produisent de la valeur. Il faut qu'il y ait des guerres pour vendre des armes. Ils ont besoin d'un nouveau marché pour vendre leur gaz de schiste. Pour vendre le gaz de schiste en Europe, il faut éliminer le gaz russe. Pour éliminer le gaz russe, on ne peut pas seulement dire aux Européens, allez, barrez-le, chassez les Russes. Non, il faut créer quelque chose, une tension, quelque chose qui peut amener les gens à sanctionner, à se repositionner face à ce gaz stratégique et dire non à la Russie afin que les États-Unis viennent en sauveur et présentent leur gaz de schiste. Mais en combien de temps? Ça aussi, il faut le dire. Il faut se poser la question, ce sera possible. En combien de temps est-ce que ce sera possible? La Russie donne plus de 40% du gaz en Europe, notamment en Allemagne. Dans la quasi-totalité des pays européens, le gaz russe est utilisé. Les minerais partout dans le monde, la majorité des minerais rares viennent de la Russie. Ils le savent. Mais ils s'aventurent à venir provoquer. Ils s'aventurent à provoquer la Russie. Et oui, le deuxième gazoduc pipeline russe qui a été construit avec les Allemands pour qu'il y ait plus de production parce que la demande est très forte de gaz, a été la première chose qu'on a arrêtée lorsque les problèmes ont commencé entre la Russie et l'Ukraine. Oui, c'est la première chose qu'on a arrêtée. Donc ça veut dire tout simplement que c'est des choses qui étaient visées. C'était fait exprès. Mais le président Vladimir Poutine, il le sait, il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais aucune de ces choses, de ces manœuvres ne va marcher. Ils n'arriveront jamais à leur fin. Et je tiens à dire aujourd'hui à tous mes frères africains, je lance un appel au président africain, à toute la communauté africaine, tous ceux qui restent muets, indifférents à cette histoire, croyant que ça ne les concerne pas, c'est sur l'autre continent, c'est loin. Sachez que ça vous concerne directement. C'est l'occasion ou jamais pour vous de profiter. C'est l'occasion ou jamais pour tous les présidents africains de se lever d'une seule voix, être unanime et dire non. Non à l'impérialisme européen, américain. Que chacun se lève, que chacun puisse rester chez lui, travailler de ses mains et jouir du fruit de ses travail. Que ces agressions arrêtent. Que ces agressions finissent.
Cette façon de changer à la guise de ces pays, ces impérialistes, des présidents à la tête des pays africains, juste pour exploiter. Cette façon de diviser les pays, comme le Soudan. Cette façon de vouloir diviser le Cameroun à travers ce pays et cette histoire d'anglophones et de francophones. Parce qu'à la fin, on sait que ils vont vouloir diviser et dire, bon, la langue, les mœurs et tout, ça ne coïncide pas. Diviser le pays et l'autre pays, l'autre partie reste et l'autre de là-bas, afin de mieux piller les richesses. Cette façon de le faire doit s'arrêter. Pour cela, vous devez vous lever, chers pays africains, chers dirigeants africains, chers peuples africains, chers jeunes africains. Je sais que sur les toiles de Facebook et YouTube, il y a beaucoup de nos jeunes qui sont très talentueux, des bons youtubeurs, des bons blogueurs. Levez-vous, parlez des choses essentielles qui peuvent aider à sortir nos pays de l'obscurité, nos continents de l'obscurité. Ne restez pas indifférents. Parce que vous allez rester parler des choses, je ne sais pas moi, des histoires de string, de caleçon, de congossa, de marmaille, etc. Comme on le sait, vous savez très bien le faire. Mais le jour où cette histoire s'y finira, la résolution et les conclusions viendront s'abattre sur vous, ils reviendront vous imposer. On va vous couper YouTube, on va vous couper Facebook, parce que vous ne pourrez rien faire. On va vous imposer, vous ne pourrez rien faire, vous allez seulement vous asseoir et gober, accepter. Parce que apparemment, nous sommes faits pour ça. Mais non, on peut se lever, on peut dire non, et commencer nous-mêmes à booster nos économies, à sortir de tout ce qui nous retient captifs auprès de ces gens. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que la Russie va serrer, les sanctions seront là, ils vont aussi sanctionner. Il y aura des problèmes d'énergie dans les pays européens, des problèmes de minerais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner vers l'Afrique. Ils vont venir chercher le gaz, le pétrole et tout, tous ces minéraux rares, des minéraux rares. Ils viendront les chercher en Afrique. Et vous allez subir. J'ai comme impression, j'ai un pressentiment qu'il y a quelque chose de grave qui arrive aussi en Afrique. Parce que ce qui va arriver en Europe, ils seront mis à genoux. Ils vont tout faire pour venir récupérer ça en Afrique. Parce qu'ils en ont besoin. Il faudrait que vous soyez prêts. Ne dormez pas. Il faudrait que vous soyez vraiment prêts. Même si vous avez sommeil, ayez toujours un œil ouvert. Parce que ces gens-là arrivent. Ils arrivent, ils ne vont pas vous lâcher. Le sous-sol européen est pauvre. Il n'a rien. Ils viendront, ils ne vont jamais vous lâcher. Peuple malien, même si l'armée française quitte votre pays et s'installe à côté, sachez qu'ils ne sont pas loin. Ils ont toujours un œil sur vous. Vous n'êtes pas encore libre totalement. Pas du tout. Ne lâchez pas prise. On se dit, sur ces mots, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a tellement de choses à se dire, tellement de choses à éclaircir. Les médias de mensonges nous imposent une façon de voir et de comprendre. On en parlera prochainement. Ciao à tous.